Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'heure, du coup. Euh, J'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde. Alors, je ne vais pas redonner vos noms, mais je vais plutôt vous donner tout de suite la parole pour que vous puissiez vous présenter un petit peu les uns et les autres, vos noms, vos fonctions, votre société, ce que vous faites, et de raccrocher un petit peu tout ça au sujet de notre table ronde qui va porter sur l'UX et la data. Je n'ai pas défini d'ordre, donc qui veut, parfait, on y va. Bonjour à tous, Rishma Hassan-Ali, responsable des partenariats chez Allianz Trade. Donc Allianz Trade, en quelques mots, nous sommes le leader mondial de l'assurance crédit, destiné au B2B bien sûr. Donc l'assurance crédit, quel que c'est le fait de garantir une transaction. Donc on vient protéger nos assurés contre le risque d'un pays vis-à-vis de son acheteur. Donc cette assurance crédit va lui permettre d'accorder des délais de règlement afin d'être protégé en cas d'impayé et en cas de défaut de cet acheteur. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'entreprise. Donc un modèle B2B. Exactement, un modèle exclusivement B2B. Et donc, comment on travaille, c'est que chez Euler Hermès, il faut savoir que l'assurance crédit, c'est un vieux métier centenaire qui est en pleine transformation aujourd'hui avec la digitalisation des processus de vente. Et donc, l'explosion de la vente en ligne, vous devez voir, on achète de plus en plus en ligne, que ce soit côté B2C ou côté B2B. Et ben, cette explosion nous pousse à revoir nos modèles. Et donc, aujourd'hui, nous réfléchissons de plus en plus, et pas que des réflexions, nous avons mis en place des produits digitaux pour répondre au mieux aux besoins de nos assurés, de nos futurs clients. Et donc pour ça, j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, mais nous avons mis en place des produits qui répondent à cet écosystème qui est en plein essor, le e-commerce B2B et les marketplaces B2B. Et donc notre but, c'est de les accompagner et de digitaliser tout notre processus pour aller de l'avant avec eux et leur apporter une assurance crédit totalement digitalisée. Top, merci beaucoup. Sébastien ou Stéphane, celui qui est prêt. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Sébastien Limousin. Je suis en charge de la distribution et du digital pour le groupe April. Alors, nous, on est le leader français du courtage grossiste. Et puis, depuis quelques années, on s'est lancé sur l'activité e-commerce. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et April, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, on est sur 3 types de métiers en France. Tous les métiers liés à l'assurance de personnes, la distribution d'assurance de personnes, pardon. L'assurance dommage, où on va retrouver tout ce qui est l'auto, la marine, la moto, et puis des niches techniques autour des métiers de la construction, et l'assurance santé internationale pour les étudiants et les expatriés. Donc ça, ce sont les 3 pôles d'activité d'April. Et pour relier au sujet du jour, on a chez April une volonté. On est un acteur historique, parce que le groupe a 35 ans, donc on n'est pas du tout une start-up. Et on est le fondateur du groupe, Bruno Rousset, a créé ce groupe sur un ADN qui est lié à l'expérience client, parce qu'il a créé le métier de courtier grossiste pour répondre à un besoin qui était des courtiers de proximité, qui n'avaient pas la qualité de service attendue des assureurs, qui étaient trop gros pour des petits acteurs. Donc on a créé un intermédiaire, qui est ce métier de courtier grossiste. Et quand moi je suis arrivé dans le groupe avec la nouvelle direction, on a voulu redorer l'ADN de l'expérience client d'April. Et on a mis en place en 2020, en plein confinement, un hub digital qui s'appelle Aprilix, qui est dédié à l'expérience client, où on va retrouver tous les métiers qui sont autour de la data, de l'expérience client, et puis bien évidemment les techs autour. C'est environ 100 personnes qui travaillent sur ces sujets-là, et on reviendra dessus tout à l'heure à travers un use case. Super, il reste toi, Stéphane. Ok, donc bonjour à tous. Alors nous, à Fiesca, on est une compagnie d'assurance qui agit sur 3 marchés, l'assurance emprunteur, l'épargne et l'obsèque. Et on distribue tous nos produits en B2B2C. Donc on n'a pas de clients directement, hein, c'est-à-dire que les clients sont les clients de nos partenaires. Quant à ma fonction, pour ma part, moi je suis en charge du marketing et de la digitalisation des process d'acquisition et de vie des contrats. Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à vraiment nous intéresser fortement à l'UX? Eh bien, c'est en particulier le fait qu'à Fiesca, notre produit principal, hein, qui est l'assurance emprunteur, est un produit où la sinistralité est très faible. Et donc, la motivation d'un client lorsqu'il va souscrire, eh bien, l'image qu'il va retenir de la compagnie viendra avant tout de l'expérience client. Et aujourd'hui, ce que veut un client, c'est que ce soit simple, que ce soit fluide, que ce soit efficace. Et l'assurance emprunteur, de base, c'est compliqué, c'est lourd, c'est chiant. Donc, il fallait absolument vraiment moderniser cette approche. Et je pense qu'aujourd'hui, et notamment grâce au concours de finance innovation, hein, c'est pour ça qu'on fait partie aujourd'hui, qu'on a rejoint cette sphère,
on a vraiment considérablement changé l'expérience. Et enfin, c'est ce dont on va parler. Exactement. Très rapidement, Thomas Vatinel, donc je suis aussi au marketing, c'est une table ronde de gens du market qui vous parle. Nous, on est éditeur de logiciel pour le coup, on est plutôt à un stade de scale-up et on va, alors dans le monde de l'assurance plus particulièrement, venir aider nos clients à digitaliser les processus de souscription. Ça depuis la collecte des pièces justificatives avec l'ensemble des contrôles nécessaires puisque vous êtes sur des professions qui sont réglementées, et jusqu'à la signature électronique des différents contrats, signature électronique à valeur légale, puisque nous sommes tiers de confiance sur le sujet. Nous sommes franco-français, ce qui a un mérite, on va dire, dans vos secteurs d'activité, puisqu'il n'y a pas de question des RGPD. Comme ça, c'est facile. Voilà, ce sera à peu près tout pour ma présentation. On a un petit stand, donc de toute façon, on aura aussi plaisir à vous rencontrer si on doit parler un petit peu plus longuement de tout ça. Mais le sujet là, c'est l'UX, c'est la data. Et en préparation de cette table ronde, finalement, on a déterminé une sorte de fil rouge à nos différents use cases et au vu de nos métiers aussi, encore une fois, on est des personnes du market, qui est finalement l'expérience client. Alors ça a été un peu abordé déjà, hein, vous l'avez déjà dit, expérience client, peu importe finalement notre modèle économique, du B2B, du B2C, du B2B2C, on a toujours un client, quoi qu'il arrive, et finalement cette UX et cette data, on le met au service de son expérience. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, parce que je peux raconter des bêtises. Non, tout va bien. Et ce qui nous intéressait en fait de partager, c'était différents use cases que vous avez pu mettre en place dans cette optique-là. Et donc j'imagine que vous avez préparé vos petits use cases. Et donc on a très envie de les entendre. Alors je ne sais pas qui a envie de passer en premier sur le sujet. On reprend le même sens des présentations. Ok, parfait. Bon, visiblement, j'ai pas le choix. Donc, chez Euler Hermès, Alliance Trade, pardon, puisqu'on s'appelait précédemment Euler Hermès, donc on a mis en place, justement, toujours dans l'optique de répondre à ce besoin digitalisé de la part de nos assurés, et puis les besoins tout simplement qui sont existants sur ce marché, même de la part de nos futurs assurés. Aujourd'hui, nous avons mis en place toute cette digitalisation, tous ces produits pour répondre à ces besoins e-commerce et B2B grâce à notre API. Donc, grâce à notre API, nous venons nous intégrer directement dans le système informatique de nos assurés. Et pour répondre encore, pour aller plus loin de notre réponse à ces besoins, on vient, grâce à nos API, venir apporter d'autres solutions. Donc, nous avons des partenaires comme des PSP, par exemple, ou des partenaires qui viennent apporter des solutions de financement. Donc, nous allons, en plus de notre assurance crédit, pouvoir ajouter une brique de paiement et une brique de financement. Donc, voilà comment on vient répondre et accompagner nos assurés, mais aussi aller au-delà. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester uniquement sur une offre d'assurance crédit, c'est qu'on va aussi s'équiper de nos partenaires pour aller plus loin dans notre accompagnement. Et bien sûr, nous ajuster au mieux aux nouveaux besoins que nous voyons sur ce marché. Donc voilà. Et puis concernant les données sur lesquelles on se base, donc tout ce modèle que nous mettons en place a énormément d'avantages pour nos assurés, puisque d'une part, on va correspondre complètement, ça va coller complètement aux besoins de nos assurés, mais ça va également venir nous apporter, grâce à nos API, des données que nous pourrons collecter. Donc ça va être des données, par exemple, de comportement de paiement, puisqu'on va voir en temps réel, grâce à notre API, qui apporte une décision de garantie en temps réel à la transaction. Donc où nous pourrons aspirer ces données, analyser le comportement des acheteurs et affiner notre analyse pour pouvoir apporter une décision de crédit encore plus fiable à nos assurés. Donc, pour notre assuré, c'est top puisqu'il va pouvoir bénéficier d'une assurance crédit totalement digitalisée. Il va pouvoir, grâce à notre décision de crédit encore plus fiable, aller plus loin et avoir un accompagnement plus fiable. Donc, c'est bénéfique pour les deux parties. Pour aller plus loin dans ces données, nous avons également la possibilité d'apporter plus. C'est-à-dire qu'on va y venir tout à l'heure, mais nous allons plus loin encore dans notre façon d'analyser les choses. C'est qu'en interne, nous pouvons, par exemple, on peut suivre la performance de chaque contrat grâce à toutes ces données qu'on peut collecter.
il y a énormément de choses qu'on peut faire grâce à toutes ces données qu'on peut aspirer grâce à notre API. Donc on améliore l'expérience client. Exactement, aussi, on améliore l'expérience client, on les accompagne mieux. Et par la rapidité de réponse. Exactement, puisque c'est une réponse qu'on va apporter en temps réel grâce à notre moteur de décision et à la transaction. Du coup, ça sera une assurance crédit à la transaction. Et avant les API, vous avez une idée de combien de temps ça prenait avant d'automatiser? Ça prend 48 heures en moyenne. Ok. Ce sont des arbitres, on a une équipe d'analyse crédit qui analyse des dossiers et les arbitres viennent apporter une décision de crédit qui est répondue entre 24 et 48 heures. Et là, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est en temps réel. Instantané. En un clic. Waouh. Bravo. Merci. Super, merci beaucoup. C'était très clair. Je pense qu'on a bien compris effectivement le use case, le fonctionnement en API. Alors API, pour les personnes qui sont peut-être un peu moins dans la tech que nous on peut l'être, c'est quelque chose qui n'est pas palpable en soi, parce qu'il n'y a pas d'interface, donc on ne voit pas, on n'a pas d'interface machine-homme, mais ce sont des services informatiques qui sont plugués directement aux bons endroits du parcours. Je ne sais pas si tu l'aurais défini comme ça, mais... Exactement. C'est une interface qui nous permet de nous intégrer totalement au système informatique de notre assuré. Et donc du coup, c'est beaucoup plus souple finalement en termes de mise en place par rapport à pas de problématique d'interface ou ce genre de choses. Exactement, ça nous permet d'apporter une décision de crédit en temps réel. Super, et merci encore. Et, Stéphane ou Sébastien, le premier qui dégaine a gagné. On garde le même ordre. Toujours le même ordre. Difficile de passer après Richman. Okay. Moi, avant de vous parler du use case, je vais vous redonner un peu d'éléments de contexte. Je vous le disais tout à l'heure, April, on est un groupe qui a plus de 30 ans d'existence, qui est aujourd'hui leader sur son marché, ce qui fait qu'on a fait beaucoup de croissance organique, mais également externe en 30 ans. Et pourquoi je décris ça? Quand on arrive d'un groupe qui a 30 ans d'existence avec beaucoup de croissance, on se retrouve avec un fort legacy également. Et donc, sur le sujet de la data notamment, on a eu énormément de travail de clarification de la data. D'une entité à l'autre, les définitions de la data n'étaient pas forcément les mêmes. Quand je parle d'un lead, moi je sais à quoi je pense, mais Richma ne pense peut-être pas la même chose, et Stéphane non plus. Donc on a travaillé sur cette gouvernance, définition de la data. Ensuite, il y a un vrai sujet d'architecture de la data, et puis bien évidemment, tout ce qui est les métiers de la data quality, data analyse et data view. Ce que l'on a fait, je vous ai dit tout à l'heure que le métier historique d'April, c'est le métier du B2B2C, on est courtier grossiste, et on a décidé de développer une activité B2C. Donc, dualité de canaux avec des clients qui nous arrivent en traite en direct et 30 ans d'historique de portefeuille de nos partenaires courtiers. Pour arriver à développer et à maintenir une forte croissance sur ces deux activités sans avoir de conflit de canaux et sans nous fâcher avec nos partenaires, ce qu'on a décidé de faire, c'est un énorme projet autour de la data en faisant en sorte que tous les prospects qui allaient arriver dans le groupe April via nos collectes de leads, qui sont exclusivement quasiment sur Internet pour notre part, devaient pouvoir être réattribués aux partenaires s'ils étaient déjà clients d'un partenaire chez nous. Et puis ensuite, on devait pouvoir les traiter intelligemment dans le temps pour optimiser la performance. Donc on a travaillé en 2020 sur un long projet sur les bases que je vous évoquais déjà d'harmonisation, d'architecture, et surtout pour travailler sur un outil de réintermédiation de ces leads, parce que nous on a lancé rapidement une activité e-commerce sur 5 métiers, donc c'est allé assez vite avec des gros volumes. Et ces leads, on devait être capable de les capter pour être efficace vis-à-vis des clients, de leur répondre en temps réel, mais entre-temps, avec cette contrainte, de les réattribuer à mes partenaires le cas échéant, et puis ensuite d'améliorer la performance. Donc on a travaillé sur la base de partenariats. Je vous ai parlé tout à l'heure du hub digital Aprilis que je dirige. On travaille beaucoup dans ce hub avec des partenaires, avec des startups. Chez April, on a la conviction qu'il fallait arrêter de faire ce qu'on a fait d'ailleurs par le passé, de tout construire tout seul. Donc on préfère aller plus vite avec des startups et des partenaires. Donc on s'associe soit avec des startups, soit avec des gros partenaires. Là en l'occurrence, on a un projet avec Salesforce, donc on n'est plus non plus dans la taille de la startup, mais on a travaillé avec eux pour aller assez vite sur ce sujet-là, pour construire cet outil de réintermédiation lead. Et puis surtout, il fallait qu'on soit très efficace dans le traitement de la data, puisque si je mets 48 heures pour traiter un lead avant qu'il arrive sur mon call center, il ne va pas se passer grand-chose en termes de conversion. Donc là, on a travaillé comme beaucoup d'acteurs sur des projets d'externalisation de nos data dans le cloud sur Azure. On bosse avec du Snowflake. Enfin, je ne vais pas parler trop technique pour tout le monde, mais voilà. Et puis, on a développé cet outil. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, comment ça se passe? Un lead est traité.
Il passe dans toutes les bases d'April. Je parle des différentes bases qu'avec les RGPD, qu'on a différentes sociétés, il faut le faire à peu près le mieux possible. Et il est renvoyé au courtier. Ça, c'était la promesse originale. Ensuite, les autres leads, soit on les envoie sur nos call centers, nos plateaux de conversion, soit sur des partenaires courtiers, parce qu'on juge qu'on a certains partenaires sur certains profils qui sont meilleurs. Et ça, on l'a fait de façon aléatoire depuis 2 ans. Et maintenant, on va rentrer dans la nouvelle phase. On a un POC qui est en cours avec, je sais qu'ils sont dans la salle avec les équipes de DataIQ. On travaille sur un algorithme en Python sur la plateforme DataIQ pour analyser toute la data qu'on a collectée depuis 2 ans et être capable, à partir du mois de janvier, si on tient nos délais, de réattribuer, grâce à cet algorithme, le lead au meilleur endroit avec les meilleurs objectifs de conversion. Donc, en fonction de mon profil, si j'arrive sur de l'assurance emprunteur, par exemple, pour faire le lien avec ce qui va être dit tout à l'heure, je dis une énorme bêtise au hasard, mais si moi j'ai un profil plus CSP+, avec une complexité dans l'analyse de mon dossier, je vais être plutôt réattribué à un courtier spécialiste en crédit. Et à l'inverse, je vais aller sur un call center sur un autre profil. Et au sein même de mon call center, puisqu'on récupère la data de nos télévendeurs, je vais être réattribué en fonction du niveau de qualification de mon call center. Donc, on a fait 2 ans de collecte. Il faut savoir qu'on est à peu plus d'1 million de leads collectés par an qui sont en cours d'être analysés sur cet algorithme. Et là, on rentre maintenant dans la phase industrielle d'exploitation via l'IA de cette data pour optimiser la performance. Exclusivement de la data collectée via les leads, ou vous avez aussi récupéré de la data externe que vous avez pu acheter Non, pas à date, pas sur ces sujets-là, parce que sur les métiers sur lesquels on est, on n'a pas. Je prends l'exemple de l'assurance emprunteur, parce que c'est un gros métier sur le e-commerce et la santé individuelle. On n'a pas forcément nécessité d'avoir de la data externe pour la conversion. En revanche, la deuxième étape, ce qu'on va travailler sur les années 2023-2024, c'est d'aller collecter le reste de la data du parcours, puisque moi, je récupère la data au niveau de la création du lead sur un comparateur ou sur une landing page SIA, Google ou autre. En revanche, tout son parcours web avant, enfin dans la mesure de ce que je pourrais encore faire avec les cookies et RGPD, on ne l'utilise pas aujourd'hui. Donc ça va être la deuxième partie. Et enfin là, je vais commencer à répondre aux questions d'après. Et ensuite, on va réintégrer la data des retours d'appel pour faire évoluer la vie du client. Ok, j'avais du coup une autre question et je reviens au tout début de ton use case. Donc 30 ans d'existence, de la croissance certes interne mais aussi organique, et donc une mise à plat de la donnée. Comment on s'organise, combien de temps ça prend, qui on met autour de la table pour réorganiser son dataset de façon à ce qu'il, quand on dit que la valeur A, ce soit la même et la même compréhension pour cette valeur A, et peu importe sa provenance finalement. Alors, ça prend énormément de temps. Pour être transparent, il y a même des endroits, des métiers où on n'a pas encore finalisé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fonctionné sous forme de POC. D'ailleurs, on a fait la même chose sur les technos, et ça, on fonctionne d'abord par marché. Ce qui a été le plus simple, c'était l'alignement sur la data dont on avait une utilisation financière. Bizarrement, on a trouvé une gouvernance assez rapide. Donc tout ce qui est après le contrat, on a facilement homogénéisé les parties prenantes, c'est-à-dire les différentes sociétés, avec une gouvernance. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réparti les rôles de la gouvernance de la data. Moi, typiquement, dans mes équipes, j'ai la gouvernance de l'analyse de la data. En revanche, l'architecture de la data est au niveau des SI, et la gouvernance de la qualité de la data est au niveau de la finance. Ça permet d'aligner, de répartir les rôles. Et comme je vous disais, on l'a fait par use case. Et ensuite, comme on fait quand même le même métier dans les différentes activités d'April, on a égrené les use cases et on n'a pas totalement fini. Et je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est des projets qui sont longs, on investit énormément. Les projets comme Salesforce, c'est plusieurs millions d'euros par an. Enfin, voilà. Et je vous parlais du cloud Azure, toute notre data n'est pas encore dans le cloud. Donc on le fait vraiment par priorité et par use case. Au même titre que le POC que je vous évoquais là, l'algorithme, on le lance sur la santé individuelle et en l'emprunteur, et ensuite on le généralisera sur les autres activités. Ok. Et comme ils sont dans la salle, maintenant ils sont au courant. Ça fait quelques mois qu'ils sont au courant. Parfait. Ok. En fait, on a un tout petit peu plus de temps, donc du coup, je crois que j'avais une autre question, mais elle ne me revient pas. Alors, finalement, je vais te passer la parole directement. Tu as raison. Vas-y. Ok, alors, donc, nous, côté Fiesca, c'est un peu différent parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment de clients. Donc, à la base, on n'est pas du tout embêté avec la donnée client, puisqu'on gère des comptes. Mais les clients ne nous appartiennent pas, donc bien sûr on ne peut pas du tout la traiter, on ne peut pas du tout jouer, donc on ne peut pas du tout assurer de remonter, qui plus est, on est sur de la donnée bien souvent médicale, donc on ne peut absolument rien traiter. Et ceci dit, est-ce qu'on exploite vraiment les données, tous les moyens disponibles aujourd'hui? Eh bien, la réponse est non. Aujourd'hui, on n'est pas encore au taquet de tout ce qu'on pourra utiliser. Par contre,
aujourd'hui, ce qui est très intéressant, ce que la technologie permet, c'est vraiment de travailler l'expérience client dans le sens satisfaction client. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait chez FISK est vraiment tourné vers une recherche de satisfaction client, de vraiment lui proposer une expérience qui va lui simplifier la vie. Alors pour l'illustrer, je vais vous donner deux petits exemples tout bêtes. Le premier, c'est par exemple quand vous faites une assurance de prêt, c'est une horreur. Parce que la première grande étape, c'est qu'il faut dire, par exemple, quand vous changez d'assurance, il faut indiquer combien je dois encore à ma banque. Quel est mon capital restant dû? Pendant combien de temps il faut encore que je paie? Quelle est mon échéance? Et là, on commence à rentrer dans les questions qui, en plus, sont compliquées, parce que c'est au moment de la résiliation qu'il faut répondre. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc cette information, même le consommateur ne l'a pas, même sur son appli, il ne l'a pas. Bien aujourd'hui, tout simplement en utilisant des techniques de l'open banking, tout simplement grâce à l'open banking, on propose au client de se connecter à son compte et il récupère toutes les données de son compte et nous on va les retraiter parce qu'à ce moment-là c'est encore qu'une donnée brute, on la retraite et on la projette déjà sur exactement quels sont les montants qu'il faut indiquer sur le contrat de crédit, sur le contrat d'assurance de prêt, sur la demande de substitution qui sera ensuite envoyée à la banque. Donc par ce type de technologie, le client, on lui demande plus de rien saisir. On lui demande de se connecter à son compte avec le Face ID, il n'a même pas son code bancaire à taper. Il se connecte, on récupère toutes les données et on ne récupère pas que les données. Celles-là, on récupère même ses coordonnées, donc il n'a même pas à saisir son nom. Donc aujourd'hui, nous, on va assurer des dossiers jusqu'à 10 millions d'euros pendant des durées qui vont aller jusqu'à 40 ans et on ne va jamais demander au nom à la personne son nom. On ne sait même pas comment il s'appelle. La machine, il ne l'a jamais saisi et il n'a même pas saisi le montant. Donc ça, c'est vraiment des démarches qu'on fait, on ne le fait pas du tout pour faire de la techno, on ne fait pas du tout de l'open banking pour faire de l'open banking. Genre, si on pouvait s'en passer, on le ferait. Donc là, si on le fait, c'est vraiment parce que pour le client, ça lui change la vie. Ce qu'il n'aurait pas fait, d'un seul coup, il va le faire parce que c'est simple. Et puis, je vais vous donner une deuxième application toute bête qu'on a mis en place. Je peux poser des questions. Oui, vas-y. vas-y. Avant de passer à la deuxième, tu parles du retraitement de la data en provenance de technologies de l'open banking. Oui. Ce retraitement, c'est votre algorithme que vous avez développé vous-même ou c'est autre chose? Oui, là c'est maison. En fait, pour tout dire, c'est assez simple. Hein. C'est que les données qui sont données ne sont pas aux bonnes dates. Donc il faut les recalculer. Mais ça paraît bête, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, aucun courtier n'est capable de le faire. Personne ne sait le faire. Individuellement, oui. Il n'y a personne qui sait le faire. 100% des dossiers sont erronés. Il faut savoir que, ça renvoie à mon deuxième cas que je vais évoquer, ça explique qu'en moyenne, quand vous faites une demande d'assurance de prêt, vous avez 2 avenants derrière. Parce que généralement, le montant, ce n'est pas le bon. Et si plus est, si c'est un nouveau contrat, il faut en plus avoir le rendez-vous pour aller voir son notaire. Et généralement, la date n'est pas la bonne non plus. Donc, elle est décalée. Donc, voilà. Donc, ça se passe jamais bien. Donc, derrière ce type de contrat où à la base, on se dit, c'est super, je peux faire des économies en changeant d'assurance, je ne vais pas le faire parce que d'abord, il faut s'en occuper. Ensuite, on me pose des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Et ensuite, quand je commence, c'est complexe. Et c'est là où je dis c'est un marché qui est énorme, parce je pense que dans cette salle, beaucoup de personnes entendent parler de ce type de marché. Et je prends ce cas-là, mais je pense que vous prendriez sur n'importe quel produit d'assurance. Ce que je vous dis là, vous allez le retrouver. C'est que lorsqu'on travaille l'exploitation de la donnée, quelles que soient les technologies, quels que soient les moyens qu'on va utiliser, d'abord, il y a beaucoup de technologies. Là, je vous ai parlé de ça, sur la sélection des risques. Là, c'est des moteurs de règles. Donc, dans ces cas-là, on n'est plus du tout sur la même chose. Et puis, le troisième point, ça sera de l'IA. C'est de l'OCR, pardon. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'avoir en tête que la technologie, on va la choisir à l'avenant du bénéfice qu'elle va créer. Et s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de sujet. Voilà, personne n'a envie de techno pour de la techno. Alors ça me fait presque. Et ça coûte cher en plus. Oui, ça me fait une assez belle transition pour l'autre question que j'avais pour toi, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'expérience client et toi, tu as utilisé le terme satisfaction client. Oui, parce que ce qui est vraiment important, moi, c'est ma ligne. J'aime dire, en interne, j'aime bien dire, voilà, aujourd'hui, on fait partie de ces entreprises qui ont une très bonne réputation. On pourrait se dire que c'est parce que voilà, on a un contrat, il a été élu meilleur contrat d'assurance de prêt du marché, donc c'est qu'on a le meilleur contrat, donc c'est pour ça. En fait, non, pas du tout. C'est parce que c'est l'UX, c'est parce que c'est la satisfaction qu'on a toujours travaillé dans l'entreprise. Ça, c'est une culture d'entreprise. Ce qui est important, c'est que le client soit satisfait. Qui plus est sur un produit. Donc, et un produit comme l'assurance de prêt, c'est des contrats, on est sur de la sinistralité. Voilà. Normalement, une assurance de prêt, ça s'arrête. Pas quand vous avez eu un sinistre, ça s'arrête quand vous avez fini, quand vous changez de maison. Vous n'avez pas de sinistre.
Donc le rapport prime-sinistre est énorme. Quand vous avez un sinistre, vous êtes très content d'être assuré, mais c'est très rare. Et donc si on a une bonne réputation, c'est tout simplement parce que c'est la qualité de suivi, c'est la rapidité d'exécution, et c'est ça qui est vraiment très important. Je pense que ce qui est très très important, c'est que le client sera satisfait parce que ça se passe bien, parce que c'est simple et parce que ça va vite. Et là, c'est un peu la transition pour moi pour le deuxième cas d'usage que je proposais d'évoquer aujourd'hui. C'est que typiquement, là je vous ai dit aujourd'hui, changer d'assurance de prêt, très concrètement, grâce à l'open banking, la signature électronique, l'OCR, etc., qu'on va utiliser pour reconnaître la pièce d'identité, c'est des technologies qui font que de bout en bout, il faut moins d'un quart d'heure pour un dossier complet. Sauf que derrière, généralement, il y a 2 avenants. Et quand vous faites un avenant, quand vous écrivez dans une compagnie d'assurance, généralement, vous arrivez dans un service qui va s'appeler plus ou moins, chez nous, ça s'appelle le service courrier, qui va passer les services en GED, et ça va prendre 2 jours, finalement, pour que le mail soit vu par quelqu'un. Parce qu'il est reçu, il y a quelqu'un qui le numérise, on le passe en GED, on type les docs, et puis ensuite, il y a les traitements batch, et ça prend 2 jours. Donc, le client était très content parce que ça allait vite, il envoie un mail, il faut 2 jours pour qu'on l'ouvre. Et si vous appelez entre deux, on n'est pas au courant. Donc là, on a... c'est pareil con, mais... Et donc là, en fait, on a totalement digitalisé, enfin on a mis en place un agent d'IA qui fait qu'aujourd'hui l'intégralité de nos mails sont aujourd'hui passés par un agent d'IA qui va lire les mails, qui va ouvrir les pièces jointes, qui va typer les pièces et qui va, donc on a tout le processus métier et tout le processus gestion et GED qui est associé donc à cette lecture, et ce qui fait que les documents aujourd'hui, dès qu'un client envoie un mail, il est automatiquement pris en charge par les équipes de gestion. Et ce qui fait que là où aujourd'hui, là où il y a 1 an encore, vous envoyez un mail, il fallait 48 heures pour 48 heures pour qu'on le voit. Si vous aviez le client au bout du fil et vous lui dites mais j'ai pas tel élément, il m'a dit si, je l'ai envoyé après, ah bah oui mince, c'est pas encore arrivé, je l'aurai que demain. Ça c'était il y a 1 an. Aujourd'hui, on a des partenaires sur lesquels on s'engage pour répondre en 1 heure à toute correspondance client. Et aujourd'hui, je pense que sans la technologie, sans l'utilisation de ces moteurs, c'est impossible. C'est-à-dire que ça paraît fou, mais de nouveau, c'est de la technologie. C'est fait pour la satisfaction client. Et quand je vous dis que ça change, il y a plein de cas d'usage qu'on n'avait même pas anticipé. Enfin, des cas pratiques qu'on n'avait même pas anticipés. Typiquement à la gestion des sinistres, où c'est assez commun que les clients envoient leurs pièces en plusieurs fois. Et quand vous voulez travailler les pièces, eh bien, vous commencez le dossier, il y a la moitié des éléments, et justement à cause de ces traitements batch. Et aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Ça n'existe plus. C'est un phénomène qui était acquis, vécu par tout le monde, et qui a complètement disparu. Un sacré irritant en moins, en fait. C'est voilà, et c'est surtout que je pense que le consommateur aujourd'hui a radicalement changé. Il y a quelques années, le consommateur, il trouvait ça pas déconnant. Finalement, il s'était habitué à... Tu vas dire qu'on a perdu notre patience ? Voilà, je pense qu'on l'a tous, on est tous pareils, et on n'a plus aucune patience, on a de moins en moins de tolérance. Et je pense que plus, tous autant que nous sommes, nous travaillons à améliorer l'expérience client dans l'acquisition, plus on se crée de problèmes en fait. C'est-à-dire que quand je dis on se crée des problèmes, c'est-à-dire que le consommateur, s'il a souscrit son contrat en 15 minutes, allez lui expliquer qu'il faut 2 jours pour recevoir un mail. C'est mort, c'est plus possible. Donc la mécanique est en route, et c'est là où je pense que, et bien sûr, il y a d'autres effets induits derrière la digitalisation, mais le vrai sujet, c'est toujours ne penser que satisfaction client. Je fais les choses parce que je génère de la satisfaction, et après, tout le monde en sort gagnant. Que si c'est bon pour le client, c'est bon pour nous. Hein. Donc... Et le fameux adage de la force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Donc effectivement, quand on commence à digitaliser, on finit par digitaliser et automatiser l'ensemble de la chaîne du début à la fin. C'est ça. Merci. La question suivante, c'était, et en fait c'est induit un petit peu par ce que vous avez dit aussi, finalement c'est des projets qui sont technologiques, qui coûtent du temps.
déjà en interne, beaucoup de temps. Et comme vous faites aussi appel à des partenaires, des startups, des éditeurs, forcément, à un moment donné, ça coûte aussi un peu d'argent. Donc, vous devez défendre vos projets face à un CODIR ou un COMEX ou des personnes qui ont autorité à prendre des décisions, on va dire. Comment vous présentez, quels sont les KPI que vous mettez en avant sur vos différents projets? C'est toujours ce moment où comment on fait, qui prend la parole? Alors, en l'occurrence, en tout cas sur les projets d'expérience client, je vais distinguer pour le coup la data de l'expérience client. Et nous, on est un groupe très KPI avec une forte gouvernance. Donc, et on a la chance d'être sur des métiers où c'est facile, quand on est distributeur, de maîtriser des KPIs. Mais, les projets d'expérience client chez April, c'est les rares projets sur lesquels on met des lignes budgétaires sans mettre de ROI forcément en face. Je donne un exemple. Quand je travaille avec un prestataire de NPS ou de feedback à chaud, bien évidemment que bien traiter mes feedbacks à chaud, je veux améliorer ma gestion, je veux avoir des retours. Mais je peux faire ce que je veux sur un tableur Excel, je vous mets tous au défi de me mettre le taux de retour que j'aurai en meilleur. Enfin, voilà. Donc ça, on a l'intelligence, je dirais, d'attribuer des budgets sans mettre de ROI en face. Même chose sur les sujets, je regarde Domiti dans la salle d'innovation, des choses comme ça, il y a quelques lignes budgétaires, on n'en met pas. Sur la data, c'est différent. Parce que sur la data, au-delà de l'amélioration de l'expérience client qui est induite et qu'on arrive bien évidemment à faire passer à nos pairs en gouvernance, on a de forts gains. Tu en parlais tout à l'heure, hein, quand je fais gagner 48 heures à mes clients sur traitement d'un mail, même si ça peut sacrifier quelques emplois parfois, j'ai aussi des gains de productivité en interne. Donc ça, c'est facile d'avoir du ROI, donc on les suit. Et puis surtout, quand on ne maîtrise pas le retour sur un investissement en amont du budget, nous, on va piloter le retour d'investissement en aval. Je vous parlais tout à l'heure de notre outil de réintermédiation de lead. Si 2 ans après, cet outil il produit un effet que mon taux de conversion ne s'est pas amélioré, je pourrais expliquer à tout le monde que j'ai le meilleur outil du marché, qu'on est super bon sur l'IA. Sur le prochain plan, j'aurais du mal à aller plus loin. Donc en fait, on a vraiment des KPIs. Encore une fois, on a la chance d'avoir des KPIs qui sont très mesurables, parce que depuis tout à l'heure, on parle que de distribution, et sur la distribution, c'est vrai que c'est assez facile de mesurer les KPIs. La data nous aide, parce qu'on les collecte en plus à différents endroits. Donc soit c'est en amont sur des projets très structurants avec des économies de productivité, soit en tout cas, on a un retour ensuite pour mesurer le résultat de ce qu'on a mis en œuvre. Top. Richemar. Nous, vu qu'on vient distribuer de l'assurance crédit à la transaction, eh bien, nous pouvons en temps réel analyser la performance de nos contrats. Donc, pour te dire comment on met en place des KPI, ça va être des KPI que ce soit en interne pour justement, comme tu disais, pouvoir justifier que nos produits sont rentables, mais également, ça va être des KPI qu'on pourra aussi mettre au bénéfice de nos assurés pour lui apporter un accompagnement complémentaire. Je m'explique. C'est que là, sur la partie des KPI qui nous permettent de suivre la performance de nos contrats, on va pouvoir en temps réel calculer notre exposition, calculer notre odds ratio, puisque notre exposition, cette fois-ci, ne sera plus une exposition théorique, mais ça sera une exposition clairement qui sera réelle, puisque c'est des lignes à la transaction, une assurance crédit qui est délivrée à la transaction. Donc cette partie-là va nous permettre d'analyser la performance de nos contrats, de voir quel est l'accompagnement qu'on apporte dessus, que ce soit en termes d'exposition, que ce soit en termes de notre accompagnant, en termes de garantie, des lignes activées, à quel niveau on accompagne, à quel niveau on rejette les demandes de garantie qui sont initiées. Donc, pour la partie client, ce qu'on pourra voir, c'est que les KPI vont nous permettre de voir, par exemple, notre taux de rejet. Donc, à un instant T, on pourra voir le taux de rejet qu'on aura sur une police. Et donc, ce taux de rejet, on pourra voir dans le détail pourquoi aujourd'hui, on va rejeter les garanties, les demandes de garantie qui seront initiées de la part de nos assurés. Ces taux de rejet vont parfois être pour des motifs risques. Donc, nous allons pouvoir y apporter un justificatif, une justification à notre rejet lié au risque. Mais c'est aussi des rejets qui sont parfois techniques, qui nécessitent des ajustements tout simplement et qui nous permettent à l'avenir d'optimiser notre taux d'acceptation.
Donc ces KPI-là vont nous apporter énormément d'assets pour pouvoir accompagner au mieux nos assurés. Donc pour vous donner un exemple, la loi LME, par exemple, nous impose un délai de règlement sur une facture de 60 jours. Lorsqu'on va voir que notre assuré nous interroge sur une demande de garantie de 65-70 jours, la facture, elle ne sera pas garantie, nous ne serons pas en mesure de garantir cette facture. Et donc là, il s'agit tout simplement de mettre en place des ajustements qui vont nous permettre de garantir au mieux notre assuré. Donc, ce sont des KPI qui vont nous permettre également de satisfaire au mieux notre assuré. Encore plus. Ouais, encore plus. Vous rejoignez la data, l'UX et les KPI au service de l'expérience client. Exactement. Trop bien. Mm. Stéphane, à toi. Ouais, voilà. Nous, les KPI, en fait, c'est simple. Ils vont se définir à chaque fois par rapport à l'objectif recherché par le bois. Donc, c'est à chaque fois assez individualisé. La seule remarque, je dirais, c'est ce qui est très important, c'est en particulier lorsqu'on commence à utiliser de l'IA, c'est de toujours avoir un œil sur ce qu'on a déjà fait. Parce que l'IA, ça peut... voilà, ça a l'intelligence de ce qu'on lui demande de faire. et il faut faire attention. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on a mis le traitement automatisé des mails, au tout début, les premiers mails qu'on a traités, on a dit ça va être la vie du contrat. Donc on met en place, on est tout content, on atteint très rapidement les plus de 90% de mails traités en automatique. On était content parce qu'honnêtement, on n'était pas parti sur des ambitions aussi élevées. Et puis, on élargit le périmètre et on finit là notamment par la gestion médicale. Donc là, tous les dossiers médicaux. Et là, on a donc un typage et mise en ligne automatique qui est à 80%. Super, sauf qu'on vérifie, puisque tout ça c'est le même agent, derrière c'est le même agent, c'est le même module. Le taux de conversion par contre des mails en acquisition était tombé à 50%. Il était tombé à 50% tout simplement parce qu'en voulant traiter le médical, on s'était rendu compte que beaucoup de pièces étaient jointes dans le document, donc dans le mail directement, dans le corps du mail. Et comme elles étaient dans le corps du mail, on a dit il faut donc lire la signature, chose qu'on ne faisait pas au début. Et en lisant la signature, manque de bol, il y a le numéro ORIAS des courtiers. Et comme il y a le numéro ORIAS, le moteur IA, quand il veut réaffecter le mail, il est croisé avec votre base client. Donc notre fichier client, le numéro ORIAS, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à des numéros de contrat. Et donc à partir de là, il dit là je suis perdu, il y a plusieurs numéros de contrat client, donc RGPD oblige, le dossier de madame et de monsieur, ça ne peut pas se mélanger, donc il y a une pièce que je ne comprends pas, donc j'ai des identifications de clients que je ne comprends pas, donc je ne peux pas le traiter, je le laisse sur le côté. Puisqu'on ne peut pas mettre les éléments de monsieur dans le dossier de madame et réciproquement. Donc, et là, typiquement, en devant complexifier, notamment à cause du médical, on a apporté des éléments, mais si on ne fait pas attention, on vient détruire. Et donc là, je pense que ce qui est très important, c'est toujours avoir en tête qu'on met en place des KPI qui sont liés sur la performance. Je pense que, quel que soit nos sujets, on est toujours sur cette dynamique de performance, mais je dirais seulement, lorsqu'on utilise de l'intelligence artificielle, faites très attention, parce que si vos modules sont multi-applicatifs, les besoins d'un applicatif peuvent structurellement venir complètement déstructurer et détruire toutes les règles métiers qui ont été définies par ailleurs. Voilà, donc si je voulais apporter un petit complément par rapport à ce qui a été dit, c'était de dire attention. Donc il y a encore un peu de place pour l'intelligence humaine. Et oui, okay. L'intelligence artificielle, ça n'est jamais qu'une tâche. Il nous reste 2 minutes, donc on va passer sur la conclusion. La conclusion, c'était un petit peu cette question de projection, de prospective. Finalement, demain, quelles sont les différentes innovations que vous verriez mettre en place dans vos organisations pour aller encore plus loin en termes du traitement de la data, en termes du UX, en termes de satisfaction, expérience client? Mais 2 mots, parce qu'on va se faire vraiment... Si on fait rapidement 2 mots, je vais rester sur le thème de Stéphane, sur l'assurance emprunteur. Tout ce qu'on vient de dire là, globalement, c'est autour de la souscription. Et dans la souscription, j'intègre le médical. On a beaucoup de choses à faire pour l'amélioration des pain points clients sur toute la vie du contrat. Et je prends l'exemple de l'emprunteur, je reste sur la souscription, après j'ai servi du contrat. On a tous bien travaillé sur les parcours, grosso modo, on fait tous les choses bien, appris peut-être un peu mieux que les autres, mais grosso modo, c'est plutôt pas mal. Sur la souscription, où il y a du médical, on est sur les process que tu évoquais, même si on peut mettre de la data sur le traitement des emails.
c'est quand même une contrainte. On doit aller faire des analyses médicales, il faut prendre des rendez-vous, etc. On est en train de travailler, nous, avec beaucoup de startups, sur voir comment on peut faire ces choses avec de la data, avec des outils comme des smartphones, envoyer des choses à nos patients. Et je pense que tout ce qu'on pourra faire en facilitant vraiment la vie du client, parce que j'entendais sur d'autres conférences le plaisir d'acheter de l'assurance. Moi, j'y crois pas. Enfin, ou c'est pas pour tout de suite. Ça reste une contrainte quand je prends une assurance emprunteur. Ce qui m'intéresse, c'est le bien que j'ai acheté. Voilà. Donc, tout ce qu'on pourra faire pour simplifier via la data, via des applications, et on a de plus en plus dans notre monde maintenant des outils qui nous permettent de collecter. Ça ira dans le sens du client, de l'expérience client. Je donne un autre exemple. Également, quand on fait passer à une personne qui a des soucis de santé ou qui a un certain âge ou un niveau de capital en emprunteur des examens médicaux, transformer cette contrainte en une bonne expérience client, c'est peut-être le moment de lui faire passer un vrai bilan de santé, aller plus loin que la contrainte de l'assurance emprunteur. Donc nous, on a pas mal de réflexions autour de tout ce qu'on peut transformer en actes positifs, au-delà du travail de fond qu'on doit tous faire sur la GED, la data et les parcours. C'est cool, merci. Désolé, j'ai peut-être fait plus long. C'est pas grave, on va dépasser. Richemar. Eh bien, chez nous, on continue à travailler sur la façon dont on va continuer à améliorer notre décision de crédit. Donc pour ça, beaucoup de travail sont actuellement en cours. Tout d'abord, par exemple, pour vous donner un exemple d'un travail qui est en cours actuellement, c'est tout ce qui est autour du payment pool, donc l'analyse des comportements de paiement de nos acheteurs qu'on peut observer, analyser et ajouter à toute notre base d'analyse aujourd'hui pour pouvoir avoir une décision de crédit la plus fine possible et apporter une décision la plus fiable à nos assurés. Mais on a aussi des groupes de travail actuellement qui sont en cours sur tout ce qui va tourner autour de l'open banking. Donc nous avons également ce type de solution que nous aimerions intégrer à notre moteur de décision qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre façon d'assurer crédit. Ok, des belles choses en perspective. Exactement. Nous, disons que c'est assez simple. Hein. Quand vous commencez dans la technologie, vous vous rendez compte du nombre de choses qu'on peut faire. Et il y a un truc qui est magique, c'est l'écosystème. C'est quand vous vous intéressez à un système, typiquement l'open banking, au tout début, vous le voyez sous un angle. Très rapidement, on y voit plein d'autres applications au sein de l'entreprise qu'on n'avait pas du tout vues et qui nous viennent un petit peu par les remarques des uns et des autres. Quand les gens commencent à connaître un petit peu la techno, ils nous disent tiens, on ne pourrait pas faire ça. Et puis on dit si, en fait, on peut. Et puis, ce qui est assez magique, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème français est quand même très riche. Le nombre de startups qui sont présentes, qui peuvent nous apporter des solutions, que ce soit dans le paiement, que ce soit sur l'open banking, sur l'OCR, quels que soient les sujets, il y a toujours des solutions et c'est quasiment des solutions. C'est des solutions sur étagère. C'est des solutions disponibles sous forme d'API. Donc il y a qu'à prendre. Et le bénéfice à chaque fois, il est très très rapide. C'est-à-dire que oui, c'est des coûts, mais le retour sur investissement, il est automatique. Donc il n'y a pas de sujet. Donc oui, on a encore énormément de choses à faire. Il y a encore énormément de points et tous les ans, il y a des nouveautés qui apparaissent. Donc voilà. Donc il y a des grands autoroutes de progrès encore à faire. Top, c'est beau pour l'avenir ça. Merci à vous. On a légèrement dépassé le temps et tout va bien a priori. Merci encore à vous de nous avoir écoutés jusque-là et merci à mes intervenants d'avoir partagé leurs différents use cases, expériences. Merci. Merci. J'espère que ça vous a enrichi aussi. N'hésitez pas, je pense que vous restez un petit peu encore sur le salon. Donc, s'il y a des questions, peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir y répondre. Et si vous avez des questions plus particulièrement pour Vialink, on a un petit stand aussi. Donc n'hésitez pas à passer. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous rencontrera. Merci à vous. Merci à tous.